Bonjour, je m'appelle Elisabeth Quette-Gauthier, je suis spécialiste à la promotion de la santé à Valcartier. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, peut-être simplement écrire un commentaire à cet effet-là dans la portion clavardage, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont déjà aussi joint la session, vous pouvez aller remplir un sondage qui va être disponible pour vous dans la session sondage. Une personne a déjà répondu. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, simplement m'écrire un petit commentaire dans la portion clavardage. Ah, bonjour Sophie. Excellent. Alors, je vais commencer. Puis, ceux qui n'ont pas eu le temps encore là, de remplir la portion sur le sondage pourront le faire pendant que je commence à parler, tout simplement. Alors, bienvenue tout le monde à la session 2 du programme ELF sur la saine communication intercom. Ça me fait plaisir là, de vous parler de la communication aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Et puis, si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Ça va me faire plaisir d'y répondre verbalement, bien entendu. Donc, je ferme ma caméra. Je vous présente mon écran. Partager. Voilà. Donc, avant de commencer, quelques clarifications. D'abord, vous ne pouvez pas reproduire cette présentation-là. Les sujets traités s'adressent à un auditoire qui est adulte. Les commentaires dans le clavardage doivent demeurer confidentiels. Donc, s'il vous plaît, faire attention de nommer aucune personne ni aucun exemple qui peut porter préjudice à quelqu'un. Et cette session est enregistrée et sera déposée sur le site de Connexion Fac et pourra être réécoutée ultérieurement. Donc, d'ailleurs, pour la session 1 de ce programme Intercommunication, dans la session clavardage, vous avez déjà accès au lien pour réécouter la session que vous avez peut-être manquée. Les objectifs sont bien simples. D'abord, c'est reconnaître les habiletés qui sont nécessaires à une communication qui est efficace et puis de comprendre les techniques soit d'écoute active ou la technique réponse-reflet pour avoir une saine communication avec les gens de votre entourage. Qu'est-ce que la communication? D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire qu'on tombe souvent dans le piège de penser que la communication, c'est simplement d'être capable de parler. Donc, oui, évidemment, communiquer, c'est d'abord exprimer son message à l'autre, mais 50% de la communication est d'écouter pour comprendre le message que l'autre personne essaie de nous exprimer. Donc, si vous avez une chose ici à retenir, c'est d'abord de mettre autant d'efforts sur le fait d'écouter, d'être capable de bien comprendre, que sur tous les efforts que vous investissez dans la parole pour exprimer votre message. Avant de continuer, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en tout temps dans la section clavardage. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, les 3 canaux de la communication, il y a d'abord le langage verbal. On dit que c'est environ 7% de la communication. Si on se fie seulement aux mots qui sont exprimés, le message demeure incomplet. Vous vous souvenez, dans la théorie des conflits, j'avais parlé que plusieurs conflits sont issus d'un manque de données. C'est pourquoi, pour comprendre le sens des mots, il faut le compléter avec des messages qui viennent des autres canaux, comme par exemple le paralangage. Le paralangage est environ 38% de la communication. Le paralangage, c'est l'intonation de la voix, le débit, le ton que la personne veut utiliser pour parler. J'ai envie de vous l'expliquer en disant simplement qu'on est capable de déceler avec le ton quelle est l'émotion qui se cache derrière les mots d'une personne. Qu'est-ce que l'autre personne a l'air de vouloir dire? Comme par exemple, dans les communications écrites, les messages textes, les courriels, les textos, cette donnée est tellement manquante qu'on va avoir tendance à essayer de compenser
en utilisant des émoticônes, des emojis pour essayer de mettre un peu plus d'informations sur le paralangage qui est manquant pour que l'autre personne comprenne bien notre message. Et finalement, il y a le langage non verbal, qui est la plus grande partie de la communication. On dit que c'est environ 55% de la communication. On est capable de déceler si la personne nous écoute, si elle est distraite, simplement en la regardant, en voyant son visage, puis en voyant comment elle va placer son corps dans l'espace. Donc, finalement, avec le langage non verbal, on peut aussi déceler des messages qui sont contradictoires. Si je vous donne le simple exemple de dire le mot merci, quelqu'un qui va vous dire merci en soupirant, alors quelqu'un qui va vous dire merci en regardant ailleurs, les bras croisés, avec un ton duquel on va déceler l'émotion de la colère, par exemple, ce ne sera pas le même merci qu'une personne qui vous dit le mot merci avec un beau sourire en vous regardant droit dans les yeux. Donc, le même mot n'aura jamais la même signification, puis on va être capable de comprendre, de déceler ce message-là avec le paralangage et avec le langage qui est non verbal. Les pièges de la communication dans lesquels on est le plus malheureusement propice de se faire entraîner, il s'agit d'une façon de parler ou de répondre à l'autre qui va freiner la discussion. Le premier piège, c'est de faire abstraction ou minimiser le problème. En fait, ça se résume simplement soit à changer de sujet, à parler d'autre chose ou à faire comme si le problème abordé n'était pas tellement grave. Les intentions sont la plupart du temps bonnes. C'est pas parce qu'on minimise le problème. Ce qu'on essaie souvent de faire, c'est de dédramatiser une situation, sauf que l'effet que ça va avoir sur la personne, c'est de créer une frustration chez l'autre, parce qu'elle va avoir l'impression que ce qu'elle dit ou ce qu'elle vit n'est pas important. Le deuxième piège de la communication, c'est de faire la morale, critiquer ou juger. Je vous dirais que ça a comme effet chez l'autre qu'il ne se sente pas respecté parce qu'on va le blâmer pour sa situation comme si tout était de sa faute, en fait. Donc, c'est certain que de blâmer, faire la morale ou critiquer va freiner la communication d'une façon assez drastique. Un autre piège, c'est de donner des solutions rapidement au lieu d'écouter ce que l'autre a à dire. Ce piège-là part encore une fois d'une super bonne intention. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le problème qui est énuméré arrête puis qu'on trouve des solutions. Sauf que ça empêche la personne concernée de trouver ses propres solutions. Aussi, ça va faire en sorte que la personne risque de cesser de communiquer parce que ça lui donne l'impression qu'on ne tient pas compte des émotions qui sont exprimées. On essaie seulement d'avancer puis de trouver des solutions alors que la première partie, probablement, la personne est en choc ou essaie d'exprimer ses émotions, puis on n'en tient pas compte. Puis, le dernier piège de la communication va être de sympathiser. Ça revient à retourner l'attention sur soi. Encore une fois, c'est basé la plupart du temps sur une bonne intention. On essaie de montrer qu'on comprend ce que l'autre vit. Sauf que en disant des phrases comme par exemple « Ah ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé » ou « Je te comprends, la fois qu'il m'est arrivé telle chose, je me suis sentie de telle façon », mais ça aura comme effet de donner l'impression à l'autre qu'on n'écoute pas ce qu'il est en train de nous dire, qu'on préfère parler de nos propres situations qui ont été difficiles. Puis, on peut même tomber dans le piège où la personne qui a d'abord commencé à essayer de communiquer puis à nous parler de ses émotions va devenir la personne qui écoute, puis nous, on va commencer à parler de nos propres émotions. Donc, sympathiser, encore une fois, part d'une super bonne intention. On veut montrer à la personne qu'on comprend ce qu'elle vit. Mais si on retourne l'attention sur soi puis on parle de nos propres émotions, bien là, c'est un frein à la communication. Écoute active, même si écouter a l'air quand même assez facile, je vous dirais que c'est pour la plupart des gens très difficile. Beaucoup de personnes vont tomber dans le panneau en croyant que écouter, c'est attendre son tour pour parler. Écouter, c'est difficile parce qu'il faut, entre autres, aussi concentrer son émotion sur ce que l'autre dit. Il faut l'écouter sincèrement, puis l'écouter au complet, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, on peut tomber dans le piège d'essayer de se préparer des réponses pendant que l'autre nous parle. Et malheureusement, dans ce contexte-là, on manque une partie du message. Être actif en écoutant, c'est se montrer disponible, par exemple, en hochant la tête, en répondant des mots qui incitent à la poursuite de la discussion. Des mots comme, par exemple, « Ah ouais, OK, oui, je comprends, mais continue ».
Ça démontre à l'interlocuteur que vous êtes vraiment à l'écoute de ce qu'il dit et que c'est important. Quand on devient habile à écouter, à l'écoute active, on devient même capable d'identifier l'émotion chez l'autre. Et à ce moment-là, on est capable de lui refléter. Comme par exemple dire: ah, mais oui, j'écoute ce que tu me dis, je te sens même en colère, est-ce que tu as l'impression de te sentir trahi? L'écoute empathique, c'est faire preuve d'intérêt et de sensibilité. Simplement d'être disponible pour écouter l'émotion de l'autre. La différence entre l'empathie et la sympathie, on en a parlé tout à l'heure, c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber, de ramener l'attention sur soi. Et la sympathie, c'est que la personne empathique est capable de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, alors que la personne sympathique va littéralement se mettre à la place de l'autre et va vivre son émotion. Donc, la sympathie, c'est pas une bonne position à adopter quand on écoute, parce qu'on vient de prendre toute la place et ça va freiner un peu la discussion qui, dans le meilleur des cas, est mutuelle. Les 4 habiletés de base de l'écoute active, d'abord, il y a l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est d'être capable de reconnaître ce que l'autre vit. L'empathie, reconnaître l'émotion. La deuxième habileté, c'est de reformuler dans ses mots pour se permettre de résumer ce qu'on a compris. Donc, dans ce cas-là, ce que ça a comme effet très positif, on résume ce qu'on a compris. La personne, de un, se sent écoutée, se sent importante. Puis de deux, si on n'a pas compris la bonne chose, ça donne l'occasion à la personne qui exprime son message de reformuler elle aussi pour qu'on puisse être sur le même diapason là, puis qu'on comprenne la même chose. La troisième habileté, c'est de résumer les faits qui sont essentiels. Comme ça, on fait un résumé d'où on en est dans la discussion pour pouvoir ensuite poursuivre et puis avancer. Puis la quatrième habileté de base de l'écoute active, c'est la technique réponse-reflet. Ce qui est essentiel à identifier dans le message, c'est l'émotion qui va être véhiculée, entre autres, par le langage qui est non-verbal, le ton que la personne aussi va prendre dans le paralangage. Puis, lorsqu'on a identifié l'émotion, c'est simplement de la nommer. Puis, nommer l'émotion qu'on reconnaît chez l'autre va s'avérer super efficace pour que l'autre personne qui nous parle se sente compris. Elle va vraiment avoir l'impression qu'on l'a écouté avec attention. Puis, ça va venir, la plupart du temps, là, diminuer l'intensité de l'émotion si c'est une émotion négative. Puis, elle va être capable par la suite là, de parler un peu plus des faits. Je continue avec les questions ouvertes et les questions fermées. Quand on veut inciter une personne à parler, à s'ouvrir, on va poser beaucoup plus de questions qui sont ouvertes. Les questions ouvertes, ça amène l'autre personne à développer puis à raconter un peu une histoire. Comme des questions ouvertes peuvent être, entre autres, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Comment tu t'es senti quand il s'est passé cette situation-là? Parle-moi de cette situation-là. C'est tous des débuts de questions, en fait, qui vont faire que la personne à qui on s'adresse va s'ouvrir, puis va nous raconter comment elle se sent, va nous raconter la situation, nous raconter quelque chose. Ça donne énormément d'informations. Puis, ça donne aussi l'occasion à l'autre de renchérir, de réfléchir, puis parfois même de se faire une tête là, sur une situation. Quand on a affaire plutôt à quelqu'un qui s'éparpille dans plusieurs sujets, puis qu'on essaie de la recadrer pour tout simplement essayer de comprendre son histoire ou essayer de comprendre l'essence d'un conflit, par exemple, on va utiliser des questions qui sont fermées. Les questions fermées donnent une réponse qui est courte et qui est précise. Des questions fermées pourraient, par exemple, est-ce que tu es d'accord que je t'appelle? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant que la chicane éclate? Où est-ce que tu étais quand tu parlais à cette personne-là avec qui tu t'es querellé? Donc, c'est des questions qui vont vraiment venir apporter une réponse claire pour qu'on puisse continuer à comprendre là, la discussion. Puis, ça va avoir comme effet aussi de recadrer la personne. Poser une série de questions fermées va donner une impression d'interrogatoire. Ça peut aussi donner un ton qui est un peu accusateur à la discussion,
Puis, ça peut être tentant de tomber un peu dans un des pièges de la discussion qui est de faire la morale, critiquer ou juger. Donc, poser plusieurs questions fermées peut avoir cet effet-là. Donc, c'est super important de choisir un peu le type de questions qu'on va utiliser. Si vous êtes en mode résolution de conflit, les questions ouvertes sont à préconiser. Ici, j'ai une question dans le clavardage qui demande la ligne entre la sympathie et l'empathie est confuse. Est-ce que les mots qui sont choisis ou le sentiment qu'on ressent nous-mêmes fait la distinction entre les deux ou sinon quoi? C'est une super bonne question. Je vais revenir en arrière. La ligne entre la sympathie et l'empathie. Je pense que je vais vous donner un exemple, puis Géraldine, là, vous m'écrivez dans le clavardage si ça vous éclaire un peu. Vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, par exemple, puis vous parlez de sentiments qui sont difficiles, de la tristesse, par exemple. Là, vous dites, ouais, ma mère était malade, puis, tu sais, ça m'a rendu vraiment triste, je sais pas quoi faire. Là, avec la situation actuelle, par exemple, de confinement, je peux pas aller la voir à l'hôpital, puis ça me rend triste. Quelqu'un qui est dans l'empathie va reconnaître la tristesse, va nommer la tristesse, puis peut même expliquer que, ben, expliquer un peu l'ampleur de la tristesse qu'il comprend. Comme dans cette situation-là, si j'ai une écoute empathique, je vais dire, ah ouais, hein, c'est difficile pour toi. Ah, puis ce que je comprends, c'est que tu aurais vraiment aimé ça, pouvoir aller la voir à l'hôpital. Puis ça te rend triste et peut-être même inquiète. Ça, c'est de l'empathie parce que je continue à me concentrer sur ton histoire, puis je nomme les émotions. Si je nomme la mauvaise émotion, c'est pas plus grave que ça. Mettons là que j'ai répondu ah ouais, je te sens super inquiète parce qu'en plus à l'hôpital ces temps-ci, ben c'est compliqué d'y aller, on peut pas, il y a pas beaucoup de visites, tout ça. Puis finalement, c'était pas de l'inquiétude. Ben là, ça donne l'occasion à la personne de se reprendre et de dire ben non, je suis pas inquiète, je suis en colère, ça me fâche, je vais pas pouvoir aller voir ma mère, par exemple. Là, on est encore vraiment du côté de l'empathie. Empathie, c'est reconnaître l'émotion de l'autre, la nommer, puis montrer à quel point on reconnaît qu'il y a intensité dans l'émotion. Mettons que dans cette même histoire, là, Géraldine, vous pleurez, je peux vous mettre la main sur l'épaule, puis là, je continue à répéter ces phrases en disant je le vois à quel point c'est difficile pour toi, tu pleures, tu as de la peine. Si je tombe, je franchis la ligne, puis je tombe dans l'écoute sympathique. Là, ce qui arrive, en fait, c'est que je vais m'approprier l'émotion de la peine, puis c'est moi qui vais commencer à vivre la peine. Là, j'écouterais, par exemple, cette histoire-là, même histoire. Géraldine, vous me racontez, ma mère est à l'hôpital, je trouve ça super difficile, ça m'inquiète, j'ai de la peine, j'aime pas ça la voir dans cet état-là. Là, je vois que vous vivez de la peine, bien, je vais en faire fi, puis je vais commencer, moi, à m'approprier cette peine-là, ou à m'approprier tout simplement le sentiment de peine, puis dire, hey, je le sais. Moi, ma mère, quand elle a été malade, j'ai trouvé ça assez difficile. Puis là, je commence à parler de moi, ma peine, et à quelle ampleur avait ma peine. Là, je suis plus en train du tout d'écouter votre histoire, mais je suis plutôt en train de raconter la mienne. Puis là, le piège dans lequel on va tomber de l'écoute sympathique, c'est que probablement que là, vous, Géraldine, vous allez être la personne qui écoute. La personne qui écoute mon histoire alors qu'au départ, c'était l'inverse. Et là, c'est vous qui allez essayer de rassurer peut-être ma peine ou c'est vous qui allez me dire, ah ouais, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile quand c'était toi, là, que ta mère était à l'hôpital. Puis peut-être même qu'il va y arriver, là, je vais loin, là, mais un jeu de surenchère de qui a le plus de peine dans cette histoire-là. Fait que vous voyez, c'est pas une situation qui peut devenir, ben, c'est pas une situation à la base qui est conflictuelle, mais c'est une situation qui va venir freiner la discussion. C'est dans la communication, si je suis empathique et je reconnais votre émotion, ben là, la discussion va continuer. Si je suis sympathique et je m'approprie l'émotion, ben cette discussion-là qui est en cours va s'arrêter au profit d'une nouvelle discussion que je viens de me mettre là, au cœur, en fait, de cette histoire-là. Donc là, merci, c'est beaucoup plus clair. Merci. Hey, ça me fait plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les communiquer parce que j'ai presque terminé. En fait, je vous entretenais sur les questions ouvertes et les questions fermées. Voyons ensemble quelques exemples de questions ouvertes et de questions fermées. Toutes les questions fermées, on peut les transposer en questions ouvertes. C'est simplement le début de la question qui va être différente, mais l'objectif est le même. Si on regarde la première question dans votre diaporama, est-ce que vous vous sentez mal? Question fermée, je veux une petite réponse courte. Oui, je me sens mal ou non, je me sens pas mal. Là, la question fermée m'emmène vraiment précisément sur ce point-là.
Donc, peut-être que je suis complètement à côté de mes baskets, puis la personne ne se sent pas mal, elle se sent stressée, mais je ne le saurais pas parce qu'elle va répondre précisément à cette question-là. Donc, si on la transforme en question ouverte, on va tout simplement dire comment est-ce que vous vous sentez. Une autre question fermée qu'on peut transposer en question ouverte, est-ce que les nouvelles règles de confinement vous conviennent? Fermée, oui, elles me conviennent ou non, elles ne me conviennent pas. Si on la transpose en question ouverte, on dirait plutôt quelles ont été pour vous les conséquences de ces nouvelles règles-là. Donc, vous voyez, la question est large, puis ça amène la personne un peu à raconter comment elle va vivre son confinement, comment elle l'a vécu, comment les modifications s'opèrent chez elle. Donc, on va avoir beaucoup plus d'informations qu'en posant une question fermée qui est un oui ou un non. Notre exemple, avez-vous des problèmes à la maison avec vos enfants? Question ouverte, comment est-ce que ça se passe à la maison avec vos enfants? Souvent aussi, dans les questions fermées, on va un peu induire une réponse. Donc, en résolution de conflit, d'une part, ça peut avoir l'air accusateur. Puis, si on veut avoir beaucoup d'informations pour que la personne s'ouvre, ben, préférablement les questions ouvertes. Une dernière, question fermée, est-ce qu'un horaire routinier peut vous aider dans votre situation? Qu'on transpose en question ouverte. Quel est le meilleur moyen de vous aider dans votre situation? Si vous voyez vraiment la différence, si je pose la question fermée, je m'adresse seulement à propos de l'horaire routinier, est-ce que ça vous aide ou non? Peut-être que ça n'aide pas, puis on répond non, ça ne m'aidera pas. Puis là, la discussion est freinée. Mais si je pose plutôt la question, quel est le meilleur moyen de vous aider dans votre situation? Bien, là, les options sont infinies. C'est peut-être pas l'horaire, mais ça peut être complètement autre chose auquel on n'aurait pas pensé. Donc, pour trouver des moyens innovateurs et des solutions innovatrices, les questions ouvertes vont être beaucoup plus efficaces. Donc, c'est tout par rapport à la communication. J'ai envie simplement de conclure la saine communication en vous expliquant que communiquer, ça s'apprend, c'est pas toujours facile, puis ça se pratique. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une gaffe, une erreur, je pense qu'il faut simplement avoir assez d'humilité pour être capable de se reprendre. Ça, c'est arrivé à tout le monde de tomber à vélo, puis vous avez sans doute pas jeté le vélo à la poubelle. Bien, les discussions, c'est la même chose. Si vous vous rendez compte que vous avez une façon de communiquer qui n'était pas efficace, qui ne vous a pas emmené là où vous vouliez aller, en fait, bien, essayez simplement de vous reprendre. Essayez une nouvelle avenue, essayez une nouvelle façon de faire. Puis la plupart du temps, ça fonctionne assez bien. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de parler, encore une fois, je vous invite à l'écrire dans la section clavardage. Je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais réouvrir ma caméra. Puis, je vous partage deux autres sondages auxquels j'apprécierais beaucoup que vous répondiez. C'est simplement par rapport à votre niveau de satisfaction pour la plateforme Linio. Si vous êtes satisfait, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, inscrivez-le. Puis la dernière question dans la section sondage, ceux qui ont la version anglophone, c'est pause. J'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. Donc, si oui, tant mieux. Sinon, indiquez-le, puis on fera mieux la prochaine fois. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Dans la section de clavardage, vous allez aussi trouver le lien pour la prochaine présentation. Sinon, j'ai une question ici. Vous parliez au début d'éviter de donner des solutions pour permettre à la personne de trouver ses propres solutions. Si la personne s'attend à recevoir vos idées, quelle est la meilleure approche? Mais moi, je vous dirais simplement lui demander dans la question ouverte. Si vous avez l'impression que la personne, ça tourne un peu en rond parce qu'elle fait simplement exprimer ce qui se passe, puis elle n'est pas nécessairement en recherche de solution, peut-être qu'elle n'est pas rendue là. Puis, si vous voulez savoir si c'est la bonne façon de communiquer, de lui apporter des solutions, en fait, ça va freiner la discussion. Parce que la personne, après, va simplement falloir qu'elle les écoute, assimile, puis qu'elle les mette en pratique. Mais je vous dirais que ce serait tout simplement de lui demander, ben, tu t'attends à quoi de moi?
Peut-être que la personne, elle veut simplement que vous l'écoutiez d'une façon empathique, que vous reconnaissez à quel point sa situation est difficile et catastrophique. Peut-être qu'elle veut des solutions. Je serais lui demander des questions ouvertes, à mon avis. Je ne sais pas si vous avez, ça répond à votre question. On me fait un signe que oui. D'accord. Quelle sera la suite de l'atelier? La session 3 va être sur la résolution de conflits. Donc, pour Géraldine, sur la résolution de conflits, il y a plusieurs étapes là, pour essayer de résoudre un conflit qui peut sembler insoluble à la base parce que les deux personnes tiennent leur point. Donc, ça sera cette méthode-là, une méthode de résolution de conflit, tout simplement, qui est comme est écrit dans la section clavardage. Le titre, c'est la communication axée sur les intérêts et un modèle de communication collaborative. Ça aura lieu le 29 juin, qui est encore un lundi à midi. Formidable. Géraldine, j'espère que vous allez y être. Donc, je vous laisse encore quelques petites secondes pour écrire des questions si vous en avez. Je regarde. Si vous n'avez pas eu le temps encore d'aller répondre au sondage, je vous invite à le faire. Sinon, je vais aller visionner la première session. Parfait. Sinon, je vous quitte là-dessus. Si vous avez d'autres peut-être questions, vous voulez avoir plus d'informations, visionnez simplement la page de la promotion de la santé sur Facebook. Bonne journée.